Bonjour à tous, bonjour à toutes, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre podcast Infocom l'émission. Vous le voyez, je suis entouré une fois de plus de guests de qualité. On va les laisser se présenter dans quelques minutes, mais avant je vais me permettre d'introduire l'épisode puisqu'on va parler aujourd'hui des différences entre le BUT et la licence qui sont deux formations proposées en Infocom à Dijon. Alors je vais vous laisser vous présenter dans quelques petites secondes, mais du coup sur le plateau on est deux en BUT, vous êtes deux en licence et on va pouvoir expliquer toutes ces différences. Mais avant ça, bonjour Romain par exemple. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer qui tu es Pas de souci. Donc du coup moi je suis en 3e année de licence donc Infocom. Voilà. Je vois pas quoi rajouter de plus. C'est déjà pas mal. Et t'es pas seul à être en L3 Infocom. Bonjour Alexia. Bonjour, du coup je m'appelle Alexia et je suis également en 3e année de licence Infocom à Dijon. Et au-delà des licences, on a des DUT. Bonjour, du coup moi c'est Emeline et je suis en 2e année de DUT, BUT aussi, Infocom. Et moi, du coup, Kiran, en 2e année également de DUT, BUT, Infocom. Alors juste, je le cale là, comme ça, c'est fait. On risque pendant longtemps de parler du DUT Infocom, parce que vous êtes peut-être pas au courant, mais le BUT que vous connaissez, il y a encore 2 ans, ça s'appelait le DUT. On est les derniers à avoir le diplôme sous ce format-là. Donc voilà, pas de confusion. Si vous entendez DUT, imaginez qu'on dit BUT, mais dans les grandes lignes, ça change pas grand-chose. Alors, j'ai une première petite question pour vous tous. Pourquoi vous avez choisi la licence ou pourquoi vous avez choisi le DUT ? En fait, moi, c'était Parcoursup. Tout simplement, j'avais pas nécessairement vu qu'il y avait un IUT, déjà, premièrement. Et deuxièmement, j'avais plus, du coup, pour projet de partir sur un master. Alors, je sais que ça peut se faire via l'IUT, mais c'est vrai que la licence, c'est un peu la voie toute tracée pour ça. Hein. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas aller, du coup, directement sur une licence et puis voir ce que ça donne après, quoi, par la suite. Alors t'as introduit le sujet, on reparlera des poursuites d'études juste après, master, BUT, licence pro, TUT, étranger, tout ça. Mais il n'y a pas que forcément les poursuites d'études qui nous motivent à choisir la licence. Alexia par exemple, ça n'a pas été ce qui a influencé ta décision. Non. Alors moi aussi, donc, je suis passée par Parcoursup et je savais pas vraiment où aller. Et au lycée, c'est vrai qu'on nous pousse souvent à aller vers les licences après un bac général. Donc j'ai été vers la licence Infocom plus que le DUT, même si je savais qu'il existait, mais c'est-à-dire que je me suis pas vraiment penchée sur la question en me disant que j'avais peu de chances d'être acceptée, autant aller en licence. Voilà. Et alors quelqu'un qui s'est penché sur la question, pour le coup du coup, c'est Emeline, puisque toi t'as choisi le DUT. Qu'est-ce qui a motivé ton choix par rapport à la licence ? Alors moi je sais que j'aime pas apprendre que dans le théorique, ce qui est beaucoup le cas dans la licence. J'avais besoin de pratique, j'avais besoin d'être cadrée et de ne pas pouvoir partir dans tous les sens, on va dire, ce qui est un peu plus le cas de la licence et de l'université en général. Et du coup, j'ai choisi le BUT pour plus de cadre et pour être sûre d'avoir des stages, de la pratique et de l'expérience à la fin. Alors c'est cool parce que vraiment t'as introduit tout notre planning, que ce soit les stages, l'autonomie, t'as développé toutes les différences entre licence et DUT. Mais déjà quand t'as parlé du fait d'être cadré en DUT, je vous ai vu vous deux approuver. Donc je suppose que par la force des choses c'est pas le cas en licence. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'accompagnement que vous avez ? Alors l'accompagnement qu'on a, on a quelques fois où on nous dit vas-y pars faire un reportage sur tel sujet. Et donc t'as 3 semaines, 1 mois, tu te débrouilles avec ce que tu peux en termes de matériel, avec ce que tu peux en termes de contact également. Hein. Donc c'est clair qu'en termes d'apprentissage autodidacte, c'est quand même par moment, pas toujours, parce qu'il y a des matières qui sont très théoriques et où c'est littéralement des cours quoi. Mais il y a des matières où en termes d'apprentissage autodidacte, c'est assez important. Hein. C'est quelque chose que que vous imaginiez avant de venir ou ça a été une découverte ? Moi c'était plus au niveau des cours que je m'y attendais, dans le sens où je savais qu'on n'allait pas avoir énormément de cours mais beaucoup de travail à côté. Et mais c'est vrai que le travail d'apprentissage seul est aussi présent, même si celui-là j'y avais pas pensé au moment de postuler. Alors c'est vrai que c'est un peu complémentaire, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler
à tous les étages de ça. Une grosse différence entre licence et DUT, ça va être qu'en licence, on a moins de travail sur place, mais on va en avoir plus en autonomie, du travail de recherche. On expliquera juste après ce qu'est la recherche. Alors qu'en DUT, on a peut-être plus de cours, on peut monter à 30-35 heures de semaine de cours relativement facilement. Et à côté de ça, on a un peu moins de travail à la maison. Toi, cette répartition du travail entre maison, les cours, est-ce que c'est quelque chose qui t'aide, Emeline, comme tu recherchais à être un peu plus cadré? Est-ce que ça s'organise de la même manière que ce à quoi tu t'attendais? Ben, tu vois, moi, je suis pas si d'accord avec toi que ça sur la charge de travail, parce que j'en ai parlé avec des professeurs et autres, et c'est quand même bien dense, comme tu le dis, on peut monter à 35 heures de travail. C'est sûr qu'on a, je pense, beaucoup moins de reportages et autres à faire, mais la charge de travail à la maison est aussi assez conséquente. Mais justement, comme tu le dis, comme on est cadré, c'est plus facile, je pense, pour nous, parce que on peut beaucoup avancer en cours. Nos profs sont beaucoup là pour nous aider, donc ça aide un peu plus. Alors, ce qui aide aussi, surtout pour les profs qui nous aident à avancer, c'est la taille des promos. Je sais pas, vous êtes combien en licence dans une promo? On doit être aux alentours des 60 là en L3. Ouais. Alors, sachant que, comme tu précises en L3, c'est parce que vous êtes plus en L1. Oui, en L1, il y a... Bon, après, forcément, entre la L1 et la L3, il y a une sorte d'épuration qui est faite. C'est-à-dire qu'on commence peut-être à 100... Ouais, moi je vais dire 80. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, 80, 100, et on finit avec une vingtaine, une trentaine d'élèves de moins. Ce qui est pas si mal d'ailleurs, parce que en règle générale, les autres licences, il y a beaucoup plus de fil d'épuration qui est faite au cours du temps. Je pense, je sais pas, les psychos par exemple, ils doivent commencer à 600 pour finir à 200 en L3, donc... Ouais, on reste quand même une petite promo par rapport à d'autres filières. Ouais. Alors juste pour les termes techniques, pour ceux qui pourraient ne pas forcément les connaître, L1, première année de licence, L3, troisième année de licence, et après M1, première année de master, M2, deuxième année de master également, et L2, deuxième année de licence, comme ça on les a tous. Et nous c'est DUT1, DUT2 ou BUT1, BUT2, BUT3. Voilà, comme ça tout le monde a les bases et on peut continuer là-dessus. Nous, on a des promos beaucoup plus petites. Alors sachant qu'on a déjà 2 options à l'IUT, ce qui n'est pas le cas en licence, vous n'avez pas d'option. On a métier du livre et du patrimoine et communication des organisations. Toi, Emeline, tu es en métier du livre et du patrimoine. Comment ça s'organise les cours entre CM, TD, TP, etc. Eh bien, on a tous les cours que tu as cités là. Donc, on a les CM, les TD, les TP. Du coup, les cours magistraux, c'est plus le prof parle et on écoute et on gratte le papier et on se débrouille. On peut poser des questions, mais c'est beaucoup moins que en travaux dirigés, par exemple. Travaux dirigés, c'est vraiment un cours comme vous pouvez avoir au lycée, je pense. C'est vraiment un échange entre le prof et nous. On a quelques devoirs, mais c'est très approximatif, on va dire. Et les travaux pratiques, c'est vraiment en tout petit comité. Par exemple, les cours magistraux, c'est toute la promo ensemble. Donc la plupart du temps, c'est que les MLP, mais des fois, on a les INO. Donc, les MLP, mais les 2 classes de MLP, voilà, du coup. Les 2 classes de MLP, du coup. Tandis que les travaux pratiques, on est une dizaine, je pense, pour chaque travaux pratique. Donc, c'est vraiment un tout petit groupe. C'est assez bien. Et là, c'est du travail, toujours. Mais c'est beaucoup de travaux de groupe. C'est vraiment pour travailler la matière à fond en petit comité, en fait. Alors, ce principe de petit comité, je crois que vous le retrouvez aussi pas mal en licence. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'aspect groupe, l'aspect travail de groupe? Oui, donc nous en licence, c'est vrai qu'on a aussi pas mal de travaux de groupe dans pratiquement toutes les matières qu'on a en TD. On a aussi des cours magistraux, donc des CM, qui concernent donc toute la promo d'un coup, dans les amphithéâtres, pardon. Et nous, on a des TD, on n'a pas de TP, mais nos TD correspondent un peu à vos TP. C'est-à-dire qu'on est une vingtaine, à peu près. On a TD1, TD2, TD3, et on est à chaque fois 20, 25. Et à chaque fois, c'est des travaux de groupe où le prof est là pour nous aider à avancer, etc. Et au bout d'un moment, le cours s'arrête et on doit finir nos dossiers seuls. Si on a des problèmes ou des questions, on leur envoie un mail, puis après, on doit rendre le dossier. Alors ça, c'est justement une petite différence en termes d'autonomie, c'est-à-dire que la plupart du temps, il y a des exceptions bien sûr, mais on ne va pas développer tous les cours un par un, ce serait infini.
Mais nous, quand on va avoir des travaux de groupe, la plupart du temps, ça se fait en cours et ça se termine en cours. Vous, il y a beaucoup plus d'autonomie à la maison, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais Romain, j'ai vu que tu avais levé ton micro. Ouais. Tu dois avoir un truc super intéressant à dire, du coup on t'écoute. Exactement. En fait, j'ajouterais juste qu'entre la L1 et la L3, on va avoir des différences au niveau des matières. Par exemple, je vois, nous, en L1, on avait beaucoup de CM, je dirais au moins autant que des TD. Et les TD... on n'allait pas forcément avoir des travaux de groupe à faire en totale autonomie, comme on était en train de dire. Là, c'est vraiment plus valable pour notre année et un peu pour l'année d'avant. Mais c'est vrai que c'était beaucoup plus encadré en L1. À partir de la L2, et maintenant vraiment en L3, on voit, on a eu quoi ? On a eu 5 dossiers au moins à constituer, je dirais au minimum, sans compter d'autres travaux, d'autres exposés, d'autres trucs comme ça. Les dossiers en général, c'est un écrit et un oral qu'on a à rendre pour une date et on passe. À peu près, c'est ça. Et la date n'est pas changeable. Oui, ça aussi c'est un truc, l'assiduité, on va en reparler, mais c'est une grande part dans le supérieur. Et juste, je voulais compléter ce que disait Romain, c'est que en L1, donc en première année, c'est surtout plus théorique. Donc du moment qu'on n'a pas la théorie, on fait pas de pratique. Enfin, on en fait, mais beaucoup moins qu'en L3, une fois où on a appris, entre guillemets, tout ce qu'il y avait à savoir. Ça, tu fais bien d'en parler parce que, alors, faut savoir que moi et Emeline, on est aussi représentants du département. Alors, on va pas rentrer dans les détails puisque c'est pas le sujet, mais en gros, on est l'équivalent des délégués, on va dire, pour le DUT, pour faire vraiment très simple. Et c'est aussi une parole que nous remontent pas mal d'étudiants en première année, c'est que c'est chiant parce qu'on fait du théorique. Sauf que ça, les gars, déjà, ce sera pareil partout, pas que en infocom, et c'est surtout important. En fait, c'est grâce à cette base de théorie qu'on pourra faire la pratique après. Et donc, c'est vrai que le premier semestre, il est pas très fun, quoi, parce que c'est du droit, parce que c'est de la sémiologie, parce que c'est beaucoup plus de CM. Ça, on n'en a pas parlé, mais les CM sont surtout au premier semestre, et plus on avance, moins on en a. Par exemple, moi, je suis en équivalent de communication des organisations. En première année, des CM, on en avait une matinée par semaine. Cette année, depuis le début de l'année, et on tourne ça en décembre, on a eu un seul CM. Donc, c'est vraiment très peu. Et il y a aussi un truc que tu disais, Romain, où j'ai l'impression que nous c'est pareil, c'est le gain d'autonomie au fur et à mesure dans le temps. Je sais pas si Emeline, c'est un truc que tu ressens dans ton parcours, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus on est lâché dans la nature. Comme tu le dis et comme l'a dit Romain, c'est exactement ça. Je me souviens que quand on est rentré en DUT, BUT du coup, notre première année, on nous lançait sur un travaux de groupe. On nous disait, telle date, vous devez avoir fini votre première partie. Telle date, vous devez avoir fait ça. Telle date, vous devez avoir fini votre, votre PowerPoint. Et après, vous passez. Maintenant, première séance, vous avez ça à faire. Le prof, il s'assoit. Il est sur son ordinateur. Qu'on travaille ou pas, c'est pas son problème. Tant qu'on fait pas trop de bazar, c'est pas son problème. Il va pas passer derrière nous pour nous dire, oh, mais t'as pas beaucoup avancé. Si on a un problème, on a une question, on peut toujours l'appeler. Mais si telle date, c'est pas rendu, c'est notre problème toujours. Ce sera un 0. Mais il n'y a plus personne qui va passer derrière nous pour nous dire telle date, tu dois avoir fini ça. Donc certes, on est toujours dans l'enceinte de l'IUT, mais on n'a plus cet encadrement comme avant en tout cas. Et l'avantage là-dedans, c'est qu'on peut y gagner de l'autonomie, aussi, parce qu'il faut savoir qu'un but du DUT, alors pareil pour la licence, mais surtout pour nous, c'est la professionnalisation. C'est surtout ça en fait le but de nous faire bosser en autonomie, c'est quelque chose qu'on gagne. Et pour autant, ça veut pas dire qu'on doit se débrouiller seul. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des profs qui sont là pour nous aider, peu importe le niveau d'autonomie. Tu l'as dit vite fait d'ailleurs, si on a une question, même s'ils vérifient pas si on fait bien notre travail, ils sont là pour y répondre. Ça, c'est un truc qui me questionne. En licence, c'est quoi, vous, votre rapport avec vos profs ? Alors, le rapport aux profs, c'est vrai que les profs, je dirais dans l'ensemble, ils sont assez bien. On a quand même un suivi et tout. J'ai l'impression qu'on a moins d'autonomie quand même que vous. On nous lâche pas autant par rapport à ce que vous disiez avant. On a quand même des dates et tout un peu plus structurées au niveau du programme. J'ai l'impression qu'il y a un petit débat entre les deux licences sur le niveau d'autonomie. Vas-y Alexia. Non, je suis d'accord à peu près avec toi, avec ce que tu as dit, Romain. Mais au rapport avec les profs, par contre, je trouve qu'on est quand même beaucoup plus dans un rapport, pas professionnel, mais plus anonyme. On n'est pas là, les vénérés, c'est mon prof préféré, machin. Non, c'est juste le prof de sociaux. Limite, on sait pas comment il s'appelle.
Et d'ailleurs, lui non plus, c'est pas comment vous. Ah, vous appelez. d'ailleurs, non. Ouais. Non, Ce ils qui est savent pas induit non plus. par justement la taille des promos. Oui, c'est C'est-à-dire ça. qu'on a un suivi qui est beaucoup plus personnalisé dans une petite promo que dans une. Ouais, c'est ce Voilà, que j'allais quoi. c'est ce que j'allais rajouter. Après, il faut se dire aussi qu'il y a des profs qu'on va voir pendant les 3 ans, il y a des profs qu'on va voir pendant 4 mois, il y a des profs qui vont nous voir alors qu'on sera 70, 80, alors qu'il y en a d'autres qui vont nous voir qu'on sera en groupe de 20, il y en a qui vont nous voir pendant 2 séances sur le semestre, il y en a d'autres qui vont nous voir pendant 12 séances sur le semestre, je dis n'importe quoi. Hein. Mais après, oui, c'est pour ça que je disais, c'est un rapport assez personnel, c'est parce que non seulement l'individu en soi peut être plus ou moins proche d'une personne, parce qu'il est intéressé par le cours, parce qu'il pose des questions au prof, je sais pas, mais non seulement, il y a aussi la présence du prof en soi, est-ce qu'il est souvent là, ou est-ce que on va le voir 2 fois dans notre vie, et du coup, lui, il a aucun intérêt à se souvenir de nous, quoi, finalement. Alors parce que c'est vrai que ça c'est un truc qu'on n'a pas encore évoqué, mais il y a aussi une grosse différence entre le supérieur en infocom notamment et le lycée, c'est le fonctionnement des cours. C'est-à-dire qu'au lycée, un cours commence en septembre, enfin d'ailleurs un cours commence en 6ème et s'arrête globalement en première ou terminale. Là, nous, on peut avoir des cours qui commencent le 15 septembre et un mois après qui sont terminés, puisque ça fonctionne en module. C'est le même fonctionnement pour vous d'ailleurs Oui et non. Nous, ça fonctionne surtout en semestre. En semestre, on a des unités d'enseignement qui contiennent des matières et on doit passer ces matières-là. Donc en contrôle continu ou en partiel. Plus on avance dans les années, plus c'est du contrôle continu, parce que plus c'est des dossiers à rendre, des oraux, etc. Juste pour préciser un petit point, ce qu'on appelle nous partiel, en fait c'est une période durant laquelle on est évalué. Donc c'est-à-dire qu'on a genre un contrôle qui va définir notre note pour tout le semestre. C'est un peu ce qu'on peut retrouver pour l'équivalent lorsqu'on passe un diplôme par exemple, le brevet, le bac, tout ça. C'est un examen quoi de toute façon. Ouais, ça, c'est un l'examen de examen. fin de semestre. Et oui, du coup, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'était que donc ces matières, on les garde tout le long du semestre. Même si à un moment elles s'arrêtent parce qu'on a un devoir à rendre à la fin, on rendra notre dossier à la fin, mais on va dire que le cours durera tout le semestre. Et on n'a pas des matières qui s'ajoutent, qui partent, dans un même semestre. Les matières vont changer au deuxième. Ça pour le coup, nous c'est différent. Peut-être que tu peux en parler, Emeline, mais nous c'est un peu un joyeux bordel. Ouais, nous, c'est en nombre d'heures. Si on a 8 heures à faire avec un prof, on fera les 8 heures et après c'est terminé. On rend notre devoir et on passe à une autre matière. Soit il y a une matière qui s'ajoute qu'on n'avait pas au début, soit juste il y a un trou et il n'y a pas d'autre matière, mais c'est en nombre d'heures. Donc c'est pas spécialement en semestre comme vous où la matière reste tout le semestre. Ce qui fait aussi que nous, on a aussi un emploi du temps qui change toutes les Tout le temps, semaines. ouais. Et Ouais. vous, c'est pas le cas, ça, je crois. Je crois que en fait on fonctionne également en nombre d'heures. C'est juste que pour la plupart des matières, on a un nombre d'heures assez conséquent. Ça va être rare qu'on ait 4 heures pour une matière quoi. Donc on va avoir, je sais pas, je dirais en moyenne une trentaine d'heures par matière. Et effectivement, une fois qu'on est arrivé aux 30 heures, basta. Ça fait qu'on peut terminer la matière 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant les vacances finalement. Mais du coup, non, on n'a pas autant de matières qui vont s'imbriquer les uns derrière les autres dans le planning parce que c'est des matières, je sais pas, t'as 6 heures, puis 6 heures, puis 6 heures. Nous, c'est aussi des plus petites matières, mais du coup qui durent moins longtemps, parce que je crois que dans un semestre, on peut taper 20 matières peut-être. Facilement 20 matières, vous devez plus être à 10, 15 je pense, non? Ouais, 10. Oui, à peu près, ça doit être ça. Mais Ça après, explique aussi ça. Oui, ça explique du coup l'emploi du temps plus léger. Mais après, je pense que les matières que vous faites, vous, en un semestre, nous on le fait, mais sur plus longtemps. C'est parce qu'on a 3 ans et vous que 2. Enfin, Et puis, il y a aussi quelque chose qui influe ça, c'est que vous soyez juste en infocom général, et nous on a une spécialisation qui arrive dès le début de notre cursus, que ce soit en métier du livre et du patrimoine, en communication des organisations. D'ailleurs, j'en profite pour glisser que dans la filière infocom, à d'autres endroits en France, il y a d'autres options qui existent en DUT. Il y a information numérique des organisations, et il doit y en avoir d'autres dont j'ai oublié le nom, mais je vous encourage à aller vous renseigner sur des sites comme le site de l'étudiant ou Parcoursup qui donne toutes ces informations-là. Est-ce que vous, en licence, vous auriez aimé avoir ces options? Est-ce que vous pensez que c'est un avantage, un inconvénient? En fait, je sais pas trop comment l'exprimer en soi, mais on les a
avec d'énormes guillemets, dans la mesure où tu parlais d'une option journalisme, on a un prof qui nous enseigne la journalistique, on a des profs sociologues issus du domaine des médias, on va avoir des personnes qui vont être issues du domaine de la communication d'entreprise, on va avoir des personnes qui vont être issues de sociétés de veille, qui est... Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est la veille, s'il te plaît ? Ouais. Même nous, on a encore du mal à comprendre. Mais en gros, c'est le fait, on va dire, de surveiller ce qui se fait sur le marché. Donc ça peut être, je sais pas, par exemple, le marché automobile, vous voulez surveiller ce qui se fait. Et ben en gros, vous allez utiliser des outils comme Google Alert pour regarder un petit peu les nouveaux articles qui sortent sur un tel, il a sorti une nouvelle voiture. Du coup, faut qu'on fasse attention à se mettre à la page et tout. C'est un peu ce délire là, la veille. Hein, c'est surveillance de marché. C'est une très bonne définition. Et oui, donc du coup, on va avoir des cours qui vont toucher à beaucoup de secteurs en même temps. C'est pour ça que je dis qu'on a un peu toutes les options, mais du coup, on développe un peu tout et un peu rien en même temps. Et je pense que c'est là que le master, il va vraiment être utile. Ça va être justement de nous permettre d'avoir cette spécialisation, finalement, que vous avez en DUT, BUT, et que nous, on va avoir après la licence. Donc le master qui arrive après la licence, c'est à partir du moment où vous arrivez en L3 comme vous, que vous pouvez choisir un master ou choisir de vous arrêter dans vos études. Toi, Emeline, ce choix de filière, ce choix de spécialisation, est-ce que toi tu l'as découvert par hasard ? Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé ton choix ? Est-ce que tu as fait au moins pire ? Comment ça s'est passé ? Du coup, moi, c'était voulu de base d'être assez spécialisée vite parce que je voulais faire de l'édition au tout début. Et en fait, il n'y avait pas édition quand je suis arrivée, mais maintenant, l'édition est parmi nous à l'IUT de Dijon. Mais quand je suis arrivée, ça l'était pas. Et du coup, comment dire ? Au début, c'était vraiment un choix de ma part. Mais c'est vrai que maintenant, dans ma place de deuxième année, quand je vois les poursuites d'études ou ce que je peux faire après, c'est vrai que je regrette un peu de m'être spécialisée autant dès le début. J'aurais peut-être dû faire large au début, tout en voulant garder cette professionnalisation, mais rester large dans la com en général et ensuite me spécialiser, alors que là, c'est déjà très, très, très pointu. Et du coup, c'est vrai que je vois pas du beau monde, on va dire. Alors, Alexia, toi, donc pour le coup, t'as pas cette spécialisation-là, comme t'es en licence. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou est-ce que ça a été un choix conscient dès le départ Est-ce que c'est quelque chose qui te convient, qui te plaît ? Eh bien, donc moi quand je suis arrivée en licence, à la fin du premier semestre, et encore, je l'avais pas encore fini, que je voulais me réorienter. Donc ça a mal commencé pour moi, on va dire. Parce que le premier semestre est le plus chiant, on le rappelle. Oui et non, moi c'était surtout que j'étais venue pour faire de la communication, et le premier semestre était axé sur le journalisme. Et je voulais pas faire journaliste, donc je me suis dit je vais partir pour faire ce que je voulais à la base. Et finalement c'est là que j'ai appris qu'il y avait un semestre axé journalisme et un semestre axé plus sur la communication. Du coup j'ai fait le choix d'attendre le semestre d'après pour avoir le semestre que j'attendais, donc sur la communication. Donc déjà je m'attendais pas à ça quand je suis arrivée. Après, au niveau de la spécialisation, comme disait Romain tout à l'heure, on touche un peu à tout finalement. Donc c'est pas on se spécialise pas, mais on a tous une matière dans laquelle on se dit ça j'aime bien. Et d'autres on n'a pas envie d'y aller et bon voilà quoi, faut le faire quand même. Donc ça je trouve que c'est pas trop mal pour par rapport au DUT, comme tu disais tout à l'heure, tu te spécialises pas mais tu touches un peu à tout. À la licence. Sachant que tu te spécialises pas encore, puisque après c'est le master, si tu vas dans un master qui te permettra de plus choisir. Toi Romain, cette séparation entre communication et journalisme, est-ce que tu étais au courant avant d'avoir ce premier semestre et qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu étais plus là pour la communication, le journalisme, les deux ? Alors, honnêtement, avant d'arriver en licence, non, je savais pas trop à quoi m'attendre. De toute façon, honnêtement, je suis issu d'un cursus scientifique. Vraiment, on était peut-être moins d'une dizaine sur les 80. Vous étiez 3, je crois. Ouais, voilà, on était 3. 3 S à être perdu en infocom. Donc déjà, je suis arrivé ici. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais la fiche Parcoursup avait l'air sympa. Donc allons-y, pourquoi pas. Et honnêtement, non, cette séparation,
ce côté à la fois journaliste et communicant, je n'en étais pas forcément au courant au début, je l'ai appris sur le tas. Moi j'étais surtout là pour la communication et aujourd'hui encore je suis toujours là pour la communication, ça ne changera pas, je ne pense pas, depuis le temps. Après le côté journalistique est quand même vachement intéressant, notamment parce que au final on se rend compte avec le temps que c'est complémentaire. Quand on est amené à communiquer pour une entreprise ou pour une association ou pour tout ce que vous voulez, on a besoin d'avoir des bagages, que ça soit en termes de rédaction, que ça soit en termes de méthodologie, et c'est des choses qu'on retrouve dans le milieu de la journalistique et franchement avec le recul c'est quand même pas mal utile. Alors toi tu viens de dire que tu étais là pour la communication et que ça ne changerait pas. D'ailleurs, après cette 3e année de licence, qu'est-ce que tu envisages de faire ? Alors, moi du coup, j'envisage de partir sur un master, parce que comme tu l'as dit, la licence en soi permet pas vraiment d'avoir un boulot. Donc oui, un master, idéalement à Dijon, parce que cette ville me plaît bien. Et surtout, ils ont un master qui m'intéresse, à savoir En fait, ils proposent un master, donc pour les informations et communications. Enfin, ils proposent plusieurs, mais il y en a un qui est assez connu. C'est le Master SIC, donc Sciences de l'information et de la communication. En fait, c'est une première année commune où on est une 60aine d'élèves, et la 2e année, il y a une spécialisation qui s'effectue. Et en gros, à ce moment-là, les 60 élèves donc en M1 sont divisés en 3 classes de 20 élèves en M2. Et donc, il va y avoir une classe donc du Master 2 axée sur la recherche, une classe du Master 2 axée sur la communication numérique des organisations, donc Master CNO, comme on Un l'appelle. peu l'équivalent de ce que nous on fait en communication des organisations. Oui, c'est ça, c'est l'idée. Et un stage un peu plus haut quand même. Oui, avec 2 ans de plus, quoi. Donc une 3e classe de 20 élèves, axée cette fois-ci sur tout ce qui va être contenu médiatique, et dont je ne me souviens plus le nom d'ailleurs. C'est le master Si vous voulez, création. on peut l'afficher. Ah oui, Master média. création numérique. Ouais, Création média numérique, ok. des créations numériques. Oui, un c'est truc ça. comme ouais. C'est création numérique, je crois. Alors, juste, je te demande 2 questions en une, tu choisis laquelle tu veux. Ok. Déjà, laquelle de ces spécialisations tu vises si tu es déjà au courant, et est-ce que tu peux expliquer, pareil, en une petite phrase, ce que c'est la recherche ? Alors, quelle spécialisation je vise ? Eh bien, le Master CNO, donc communication numérique des organisations. Comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la com, forcément, ça paraît être la voie toute tracée, j'ai envie de te dire. Et après, au-delà de ça, donc, la 2e question, c'était ? C'est quoi la recherche ? C'est quoi la Évoqué. recherche ? Ouais, alors la recherche, alors ça va être le fait d'appliquer une démarche scientifique, donc des sciences dures, à des sciences douces, donc des sciences humaines. Donc ça peut être, je sais pas, s'intéresser à la sociologie par exemple dans le milieu des médias. Ça peut être une manière d'effectuer des recherches. Ça peut être effectuer des recherches par rapport, je sais pas, à la transmission de l'information sur le web. Ça peut être vraiment sur des sujets très différents, très larges. Et oui, ça consiste à étudier tout simplement comment est-ce que ça marche l'information, comment est-ce que ça marche la communication. Alors je vais profiter de cette parenthèse qu'on a ouverte sur la recherche pour juste balayer rapidement tout ce qui se fait dans la recherche en SIC. Donc tu as cette poursuite-là en master. Logiquement, quand on veut faire de la recherche pure et dure, après le master, on part sur un doctorat. Alors franchement, si vous écoutez ça en première terminale, vous aurez largement le temps de voir dans 5-6 ans. Mais donc le doctorat, ça se fait après le master, donc après les 5 premières années, ça peut durer entre 3 et beaucoup d'années. Et dans ce cas-là, le but c'est d'être grosso modo scientifique entre guillemets de la matière que vous étudiez, donc chercheur, et éventuellement enseignant-chercheur. Bon, tout est dans le titre, vous enseignez, en même temps vous faites de la recherche. Et cet aspect chercheur, il est beaucoup plus prôné par la licence, comme vous êtes beaucoup plus dans la théorie, que par le DUT, où nous c'est vraiment pas une opportunité qui est mise en avant. Bien sûr, c'est possible de faire la passerelle en bidouillant un petit peu pour arriver sur un master, etc. Mais si cette idée de recherche et de longues études vous botte, peut-être que la licence est plus adaptée, je pense. Et justement, sur l'aspect pratique, on n'en a pas encore parlé, mais c'est aussi une grosse différence entre nos 2 cursus. Vous êtes plus théorique, on est plus pratique. Est-ce que quelqu'un veut expliquer cette différence et comment ça se traduit dans la vraie vie ? Oui. Et bien, donc en licence, en gros, on commence par la théorie, donc, comme je disais tout à l'heure, mais ça sera de la théorie depuis, en gros, le début.
Par exemple, quand on arrivait en L1, on avait Histoire des médias. Histoire des médias, on est parti de la Gazette, le premier journal publié, jusqu'à aujourd'hui avec la presse, les médias numériques, etc. Donc c'est vraiment très très large et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça aussi qu'on a plus d'années que vous. Alors que nous, Emeline, tu me confirmeras peut-être, mais on met beaucoup plus rapidement et plus facilement les mains dans le cambouis. D'ailleurs, on va même, je sais pas, si on prend un exemple tout bête, là on est en train de faire de la vidéo. Alors c'est pas forcément le matériel de l'IUT Infocom, mais dans l'idée on fait aussi de la vidéo, nous en cours en Infocom, on fait de la photo. Et vous en MLP, vous allez même, dans les lieux où vous pourrez travailler plus tard. Est-ce que tu peux nous expliquer tout cet aspect pratique des bibliothèques, des musées, etc. Du coup, on est censé avoir cours en musée. Donc je crois que c'est le lundi après-midi et d'autres jours où en fait quand nos profs sont des, je sais pas si le mot c'est vacataires, mais de base c'est des professionnels. Par exemple, j'ai une de mes profs qui est directrice du musée des Beaux-Arts de Dijon par exemple. Elle vient nous faire cours. Et techniquement on devrait faire cours dans son musée pour qu'elle puisse nous montrer les collections, les réserves ou autres. Et on a plein de professeurs comme ça qui sont de base des professionnels et qui nous emmènent faire cours sur leur lieu de travail en fait. Ça, pour le coup, je crois que vous avez aussi des enseignants professionnels qui, effectivement, c'est des enseignants vacataires, mais vous allez dans les lieux directement, c'est pas forcément quelque chose d'envisageable. Non, honnêtement, dans le cadre des cours, non, on n'a jamais été dans des lieux, comme tu dis si bien. On aurait juste dû avoir normalement à monter un spectacle dans le cadre d'un cours. C'est trop stylé. Pardon, 2 petits secondes, mais c'est trop bien. Oui. Donc ouais, on devait monter un spectacle de la nature dont on voulait. On aurait dû faire ça au théâtre Théâtre de Bourgogne. Théâtre de Bourgogne, voilà, donc le théâtre de Dijon. Sauf que à cause du Covid, on n'a pas pu le faire sur place et donc on a littéralement dû monter des spectacles en visioconférence. Ok, et du coup, un peu moins de pratique, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans la politique des stages. Alors je sais que vous pouvez faire des stages, nous aussi, et pourtant c'est pas au même niveau. Est-ce que Emeline, tu peux nous expliquer comment ça marche les stages en DUT et en BUT ? Du coup, nos stages sont obligatoires je crois de 8 semaines à 12 semaines, un truc comme ça. 9, pardon. 12 semaines à l'étranger du coup, si on va à l'étranger. Et du coup, nos stages sont obligatoires de la A2, de la A1, donc la L1 pour la première année de BUT en gros, à la 3e année de BUT, qui peut aussi être en alternance, je crois. Alors ça en vrai c'est un peu compliqué parce que en fait comme nous on est en DUT et que ça passe en BUT blablabla, le DUT se passait en 2 ans, donc cette 3e année de BUT elle est toute nouvelle, donc c'est encore en train de se construire. Mais dans l'idée théoriquement, il y a des chances pour que la 3e année se fasse en alternance. Donc l'alternance, pour expliquer rapidement, c'est une semaine de cours, 1 ou 2, 3 semaines dans une entreprise, c'est comme un espèce de stage tout au long de l'année qui te rapporte un petit peu de sous, faut le préciser quand même, c'est quand même sympa et ça vous ne l'avez pas. Pour le coup, vous pouvez aussi faire des stages, mais ils sont pas obligatoires et c'est un peu plus compliqué. Est-ce que vous avez pu faire des stages déjà ? Oui, donc moi j'ai pu faire un court stage en juin l'année dernière, parce que on n'a pas de période de stage en fait. On peut faire des stages n'importe quand dans l'année, mais il faut le caler avec nos cours et nos devoirs à faire à côté, etc. On n'a pas vraiment de temps dédié, donc c'est un peu compliqué pour trouver une entreprise qui veut bien nous prendre que les mardis après-midi et vendredis matin, mais on va dire que c'est faisable, mais il faut bien chercher. Alors que nous, quand on a 2 mois de stage à la fin de l'année, on a 2 mois de stage qui sont réservés à ça. Donc, c'est en plein dans le cursus, c'est vraiment compris. Et vous aussi, l'alternance, comme on en parlait, n'est pour le coup pas possible. Non, elle est possible en master. En 2e année de master, donc comme disait Romain, on se spécialise et c'est possible de la faire en alternance. Mais il faut aller jusqu'au master. Autre chose qui est possible, tu parlais d'aller faire un stage à l'étranger. C'est quelque chose qui fait rêver pas mal de monde, moi le premier. Mais c'est vrai qu'on a ce rapport à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus tout ce qui est possible en opportunité entre études en BUT et études à l'étranger ? Du coup, avec le Covid, c'est assez compliqué en ce moment. Mais de la première année à la dernière année, on peut faire des stages à l'étranger. Donc tant qu'une entreprise nous prend dans n'importe quel pays, on peut faire nos stages à l'étranger. On a aussi le Duety,
qui est en fait le fait de... du coup, nous, pour le DUT, je vais parler, comme c'est en 2 ans, on peut faire 1 an, 8 mois ou 6 mois, je crois, à l'étranger. À l'issue de nos 2 ans. Voilà, à l'issue de nos 2 ans, pardon. Dans des pays qui sont partenaires avec l'IUT et l'UB, à mon souvenir. Oui. Tu as la liste des pays ? Alors, on a la Fortem, je crois. Fortem, c'est autre chose. Fortem, c'est un organisme. Alors, ça, allez vous renseigner sur un site parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Ouais. Mais Fortem, en gros, c'est un truc développé par l'Université de Bourgogne avec plein d'autres universités partenaires dans le monde pour permettre les échanges à l'étranger. Mais pour le coup, la liste des pays qu'on a pour le DUETI, C'est qu'il y a la c'est Corée du surtout Sud. les partenaires de l'IUT, qui est un département de l'Université de Bourgogne, que ceux de l'Alliance Fortem. Et on a du coup, effectivement, la Corée du Sud. Il y avait le Mexique, mais je crois que c'est plus d'actualité. On a le Canada, Oui. on a la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande. Je crois qu'on a la Grèce. On a la Grèce alors. Et la Roumanie, je Oui. crois. Enfin, surtout des pays européens pour le coup. Mais du coup, oui, il existe aussi l'Alliance Fortem, mais franchement, sur cet épisode-là, tapez On va juste pas- Alliance Fortem sur internet, vous trouverez des informations beaucoup plus fiables que nous. Donc voilà. Et vous, pour le coup, si on veut partir à l'étranger pendant nos études, est-ce que c'est possible et comment on fait ? Alors, si on veut partir à l'étranger, on nous a jamais parlé de stage à l'étranger. En tout cas, pour l'instant, déjà qu'on nous parle de stage, c'est déjà bien. Après, on nous propose des programmes comme Erasmus, hein, le plus connu, d'autres également qui le sont un peu moins, pour partir par exemple au Québec ou des choses comme ça. On nous propose donc des programmes qui durent sur le temps d'un semestre en règle générale. Donc tu pars ton premier, ton deuxième, ton troisième, quatrième, cinquième ou sixième semestre, c'est toi qui vois. Faut le prévoir assez à l'avance. Je crois qu'il faut prévoir quasiment un semestre à l'avance quand tu veux partir. Il faut que ton dossier soit validé par la fac, il faut que ton dossier soit validé par la fac qui accepte ou non de te recevoir. Donc c'est un peu de micmac, mais après ça s'organise bien. Hein. On a plusieurs personnes de notre promo qui sont parties. Il y en a qui sont partis en Espagne, il y en a qui sont partis Corée du Sud. Je voulais juste rajouter qu'en licence, c'était possible de faire un stage à l'étranger. On n'a pas de nombre d'heures comme vous, où ça rajoute des semaines ou des choses comme ça. Faut juste qu'on fasse notre minimum d'heures. Ok, 35 heures, un truc comme ça. 29 en L2 et cette année c'est un peu plus, je sais pas Ouais, combien. c'est C'est une 2 semaine, quoi, semaines, grosso hein, modo. Ouais, c'est pas... l'équivalent de 70 heures, quelque chose Ouais, comme c'est ça. ça, je crois. Ok. Nous, du coup, pour tout ce qui est étranger, vous pouvez partir un semestre, donc pendant vos cours. Mais nous, c'est vraiment uniquement pendant le DUET et les stages si on le fait à l'étranger. Mais vraiment, pendant les cours, on ne peut pas... Ouais, je rebondis juste aussi sur ce que tu as dit, Kéran, tout à l'heure. Donc moi, j'ai bien effectué un stage donc durant l'été dernier. Oui, c'est ça, l'été dernier. Donc stage que j'ai fait valider pour ma première année, enfin mon premier semestre de L3. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, du coup, en licence, on a une matière, donc on appelle un UE libre, ouvert, UE5, comme vous voulez. Ça porte plein de noms. Et en gros, c'est une matière qu'on choisit. Donc, on a un petit livret qu'on nous donne en début d'année. Donc, ça peut être une langue vivante supplémentaire, ça peut être de l'économie, ça peut être, je sais pas, de la littérature. C'est... Ouais, on a de l'histoire aussi Ouais. et on a plusieurs options. On a psycho Ouais. et on a aussi des U, on va dire, plus spéciales comme l'U engagement ou les stages, qui sont du coup pas C'est- des matières avec des cours. Donc oui, du coup, c'est une sorte d'option obligatoire. C'est-à-dire qu'on a le choix, mais on est obligé d'en prendre une. Et C'est l'équivalent des SP du lycée en vrai. oui, donc voilà. Donc ça, faire un stage, ça peut permettre justement de faire valider cette fameuse matière. Et donc on a un rapport à produire et on rend le rapport et puis une matière en moins. Et 30 du coup, heures, dans cette UE libre, tu avais aussi évoqué l'UE engagement. C'est quelque chose que tu as choisi d'ailleurs ce semestre avec ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ce en quoi ça consiste ? Oui, alors l'UE engagement, c'est possible de la faire quand on est engagé dans une action bénévole. Et donc moi je l'ai choisi parce que je fais partie des Scouts et Guides de France. Et j'ai donc fait un dossier de 12 pages sur mon engagement, ce que j'y fais, ce que ça m'apporte, ce que j'ai appris, etc.
Et donc ça sert à valider entre guillemets des compétences qu'on nous apprend dans la licence. Donc j'ai parlé de gestion de projet, j'ai parlé d'encadrement, j'ai parlé de plein de choses comme ça. Et on donne du coup ce dossier à la scolarité et ça valide donc notre dernière matière. Et du coup, au-delà de ces petits jeux transversales qui permettent de personnaliser un peu le parcours et de vous laisser pas mal de liberté, vous avez aussi une liberté sur le travail à l'extérieur. Là, je parle du vrai travail, celui qui est rémunéré, qui sert à payer ses études. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Je crois que Alexia, tu bénéficies de ce régime. Est-ce que tu peux développer un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors il y a un statut d'étudiant salarié qui est possible en licence. Il faut donc fournir son contrat de travail et ça nous permet de ne pas venir à 50% des travaux dirigés, puisque les CM, on n'a pas l'obligation d'être là, mais pour les TD, oui. Donc on a la possibilité de ne pas aller à la moitié des TD, mais on a quand même un devoir d'assiduité. On doit quand même rendre nos travaux comme les autres, on n'a pas de délai en plus ou des choses comme ça. Et ça, du coup, ça marche. C'est si tu bosses, si tu as un emploi, tu peux pas en bénéficier comme ça en claquant des doigts. Il faut vraiment fournir le contrat de travail et sur une période, etc. Ils regardent bien, c'est très cadré. Et ça, pour le coup, on l'a pas en IUT. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire, du coup, juste on l'a pas. Mais c'est vrai que déjà, nous, on a déjà plus de cours, puisque ce qu'on disait au début, on peut monter à 35 heures assez facilement. Et on a une obligation d'assiduité partout, y compris au CM. Donc voilà, c'est quelque chose qui différencie aussi entre nos deux cursus. En sachant que de toute manière, on a une assiduité, donc non seulement pour les TD, ce qui représente à peu près la moitié des cours. Cette année, En fonction des années, bien entendu, à la moitié des cours en L1. Là, cette année, c'est les 2/3, voire les 3/4 des cours. Je pense qu'on peut le dire sans trop de problème. Donc oui, on a les CM, on est libre de venir ou pas. Après, faut quand même garder à l'esprit que on a des partiels à la fin. Et les CM, si on n'y va pas, en règle générale, c'est un peu plus galère pour les examens, quoi. Dans la théorie, on n'est pas obligé, dans la pratique, allez en cours, les gars. Dans la pratique, si vous voulez finir l'année d'une bonne manière, ouais. Ça peut être pratique. Moi, je sais que c'était un objectif quand je suis arrivée à la fac. C'est que je savais que c'était pas obligatoire les CM, mais je suis partie du principe que tous les cours étaient obligatoires. Dans ma tête, c'était y a cours, on y va. Genre, on loupe pas les cours et ça a plutôt bien marché. Et des fois, c'est difficile. Enfin, je pense qu'on peut quand même le préciser mentalement. Quand tu vas te taper un bon 2 heures de sociaux à 18h, faut le mental. Surtout que quand je suis arrivée en L1, donc lieu libre qu'on parlait tout à l'heure, on peut pas y mettre un stage ou lieu engagement comme j'ai fait cette année. En L1, on est obligé de choisir une matière et c'était 3 soirs par semaine, 18h-20h. Quand c'est en présentiel, ça fait mal. Ça pique, hein. On avait littéralement des jours où on commençait à 8h du matin, on avait 2 heures, 3 heures de libre dans la journée, dont une en règle générale pour manger, et 2 heures où on avait permanence. Et on pouvait finir à 20h le soir, quoi. Donc, je précise quand même que là, les types de licences se plaignent, mais du 8h, 19h30, et lui, tu connais, nous, on l'a assez régulièrement. Et 103 heures au milieu de la journée pour se poser. Non, mais du c'est coup, vrai que ça reste assez compliqué quand on finit tard le soir. Ouais, je voudrais juste rajouter aussi du coup un petit conseil pour tous ceux qui nous regardent et nous écoutent. Ne séchez pas un cours, sinon vous allez le sécher tout le semestre. C'est vraiment par expérience. Vraiment, si vous séchez un cours une fois, vous le séchez les 10 fois d'après. C'est ça quasiment à 70-80%. Quoi. Ce n'est pas un mensonge. En partant du principe qu'on sèche pas et qu'on arrive au bout de cette licence, au-delà du master que tu évoquais tout à l'heure, Romain, qu'est-ce que je peux faire ? Et avant ça, j'ai une autre question. Qu'est-ce que vous, en tant qu'individu, vous voudriez faire après cette L3 ou cette DUT2 ? Alors Romain, du coup, tu as déjà répondu, mais Alexia, toi, qu'est-ce qui t'intéresserait ? Est-ce que je peux commencer par répondre à la question plus générale, qu'est-ce qu'on peut faire après je t'en prie, réponds à ce que tu veux. Et donc après la licence, on peut faire un master comme veut faire Romain. On peut réenchaîner avec un DUT ou un BUT, pourquoi pas. On peut recommencer une licence, on va dire on est très libre. C'est pas parce qu'on a fait une licence qu'on est obligé d'aller au master ou qu'on est obligé de continuer. On peut tout recommencer à zéro, entre guillemets, même si c'est 3 ans qui ne sont pas perdus. Mais il y a beaucoup de passerelles qui sont possibles aussi, donc c'est important de le savoir. C'est quoi que t'appelles une passerelle ? Alors une passerelle, c'est quand on a déjà fait des études, donc on a déjà validé des années, des compétences, et qu'on veut se réorienter dans une autre filière.
c'est possible de ne pas recommencer à la première année, par exemple. Par exemple, je sais que nous, quand on était en première année, on était très liés aux sciences du langage, donc au SDL. On avait des CM en commun, tout ça. Et je suppose, j'en suis presque même sûre, qu'après une licence Infocom, si on veut refaire une licence SDL, on ne commencera pas à la première année. On ira en deuxième année directement. Ok. Romain, tu voulais dire un truc ? Ouais, je voulais juste rajouter, parce que moi, du coup, je suis issu d'un lycée qui faisait à la fois lycée général, lycée technologique et lycée professionnel. Donc, je voyais passer pas mal de passerelles. Et c'est vrai qu'autant c'est quelque chose qui n'est pas forcément très démocratisé au lycée, autant à la fac, enfin voilà, quoi, on a envie de bouger de filière, on bouge de filière, quoi. Et puis au-delà des passerelles, la réorientation, les gars. Genre, enfin, c'est quelque chose qui m'a impressionné quand je suis arrivé, et impressionné de manière positive. Dans chaque promo qui commence en première année, même dans nos promos de 25 personnes, il y a des gens qui sont issus d'une réorientation. Je sais que vous, en MLP, je sais plus si c'est dans ta classe, mais vous avez un mec qui doit avoir 30-35 balais qui reprend les études. Mais c'est trop cool parce que déjà, il y a des profils qui sont super variés. On en apprend beaucoup plus, on peut partager. Et à contrario, il y a aussi des gens qui se rendent compte qu'Infocom, c'est pas forcément leur kiff et qui se réorientent pour aller faire autre chose et qui vont apporter un nouveau profil dans la formation dans laquelle ils vont arriver. Et je rebondis là-dessus, puisque Alexia, toi justement, la filière Infocom, peut-être que tu pourrais t'en éloigner dans les prochains mois. Et oui, parce que j'aime bien la com, ça va, mais finalement, c'est pas vraiment un métier de rêve que je visais, on va dire. Donc, je vais sûrement me réorienter vers un service civique. Et pas le faire dans la com, mais aller dans un deuxième domaine que j'aime bien, la petite enfance. Donc, je vais voir si je peux faire un service civique dans les écoles ou des choses comme ça. Et Tout du est coup, possible dans la vie. toi, Emeline, tout à l'heure, tu nous parlais que tu étais venue pour faire de l'édition, ce qui n'était pas le cas à Dijon. À ce moment-là, est-ce que la question de la réorientation, elle s'est posée ou est-ce que tu as voulu continuer sur cette voie coûte que coûte ? Alors, moi, elle se pose tous les jours cette question, je vais pas mentir. Elle se pose tous les jours. Cependant, je sais que je suis quelqu'un qui n'aime pas avoir l'impression de revenir en arrière. Et un DUT, c'est pas comme une licence, c'est-à-dire qu'on valide tout à la fin des 2 ans et pas petit à petit. Et du coup, pour le BUT, on valide tout à la fin des 3 ans. Oui, et du coup, par exemple, ils ont validé leur première année, ils peuvent, comme tu l'as dit, passer par exemple tout de suite en deuxième année de quelque chose d'autre, ce qui nous n'est pas notre cas. Et je pourrais pas tout simplement recommencer tout au début. Par contre, je reviens un tout petit peu en arrière, je suis désolée. Avec plaisir. Ce qui est cool, comme ils l'ont tous évoqué à l'université, c'est que sur la réorientation, c'est vraiment sans pression, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au lycée, même collège, c'est assez tabou d'avoir l'impression de redoubler, de retaper une année ou autre, alors que ici, c'est totalement normal. Comme on vous l'a dit, il y a des personnes de 27, 28 ans dans ma classe. Il y en a... J'ai peut-être un peu vieilli, je suis désolée. Il y en a qui sont encore plus âgés. Il y a des gens de 40 ans qui reprennent leurs études. Il y a des parents, il y a vraiment de tout. Et comme l'a dit Kiran, en fait, c'est très édifiant. Mais ça fait aussi qu'on n'a pas cette pression de se dire mince, je sais pas ce que je vais faire, tout le monde va se moquer de moi ou autre si je retape mon année ou si je change totalement. Non, c'est vraiment quelque chose de normal. Donc, si à un moment vous avez besoin de vous réorienter, n'hésitez pas. Quoi. De toute façon, ne faites pas comme moi. Yes. Faut le dire, très concrètement, les gens, quand ils arrivent en DUT juste après le bac, et les gars, vous avez même pas 20 ans. Prenez, même s'il faut 5 ans de réorientation dans tous les sens pour trouver un truc qui vous fera plaisir, vous allez en ressortir à même pas 25 ans pour tracer jusqu'à 60, 65 ans. Enfin, même d'un point de vue purement logique, c'est rentable de se réorienter. L'essentiel, c'est de faire un truc qui nous plaît, quoi. Je connais quelqu'un qui a fait 5 réorientations. Donc, franchement, n'hésitez pas. Aujourd'hui, il fait le job de ses rêves. Il est totalement heureux. Et n'hésitez pas. Faut pas se dire que on arrive dans cette filière et c'est cloisonné et qu'on peut faire que ça. Non, c'est pas ça. C'est on arrive, ça nous plaît pas. On réfléchit, on prend sa décision et on fonce en fait parce que.
pour l'anecdote, j'ai une amie qui avait fait un bac technologique sciences et technologies de laboratoire à STL. Elle était partie donc à l'IUT, donc faire un DUT en génie biologique, et elle a fait une passerelle à Toulouse en prépa pour se lancer dans l'animation, le dessin animé. Voilà, donc en termes de passerelle, Est-ce que tu veux qu'on affiche son dessin animé sur notre fond vert? Bah, elle publie des trucs parfois sur Instagram, mais c'est assez mignon, ça c'est sympa. Donc ouais, en termes de passerelle, il y a des possibilités. Et en vrai, je trouve que c'est quelque chose qui est super cool. Alors, on va peut-être pas trop le développer ici, parce que sinon, on pourrait vraiment faire un podcast complet sur la réorientation. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour vous filer un coup de main sur la fac. Je pense déjà, nous en IUT, on a la chance d'avoir l'administration qui nous aide beaucoup. Je sais que toi, par exemple, quand tu te poses des questions, tu peux probablement en discuter avec Madame Gutiérrez, peut-être. Enfin, vous voyez probablement pas qui c'est du coup, mais la chef, on va dire, la grande prof du dessus. Notre directrice d'études. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on n'est aussi pas seul, on peut en discuter avec les autres étudiants, parce que pour le coup, bah, il y en a d'autres qui sont orientés, il y en a d'autres qui réfléchissent à la réorientation. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose de sympa, faut pas hésiter à se réorienter, même si vous quittez Infocom, on sera un peu triste, mais on vous pardonne. Mais voilà. Peut-être qu'on change de sujet, parce que sinon, on va y rester. Tu voulais rajouter un truc, Romain? Alexia aussi? Bon, on termine le sujet de la réorientation sur vous, et après on bouge. J'allais juste dire, alors pas forcément à propos de la réorientation, hein, mais en règle globale, on a donc 2 profs référents qui sont là si on a des questions par rapport au stage, par rapport à l'orientation, par rapport à quoi que ce soit, ils sont là pour nous. Et on a également l'administration, pareil, un monsieur qui s'appelle Philippe Vigneron, qui vous serez peut-être amené à entrer en contact pour entrer dans la licence. Pareil, qui est vraiment quelqu'un d'adorable, qui est quelqu'un vraiment à l'écoute pour les besoins des élèves. Il est très réactif, il communique bien pour le coup, ce qui est plutôt rassurant pour une filière d'infocom. Donc ouais, on est bien entouré nous aussi en licence. Ouais. Mais après, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est aussi ce que je voulais dire Romain, c'est que nous on a des profs référents et c'est à eux vers qui on peut se retourner si on a des questions, mais c'est pas des gens avec qui on sera vraiment très très proche ou ce sera vraiment le prof un peu confident ou tout ça, ça reste des profs et on pose nos questions et c'est voilà. Monsieur Vigneron, donc le responsable de scolarité, est déjà un peu plus large, on va dire, parce qu'il connaît plein de monde, il peut très bien nous réorienter vers quelqu'un de plus compétent, etc. Mais on n'est pas accompagné en mode c'est nos conseillers d'orientation. Non, c'est nos vies, juste on peut leur poser des questions. Ouais. Mais du coup, pour le coup, ils ont déjà eu des cas dans leur vie, ils savent comment gérer tout ça, si ça peut être un peu flou. C'est ça. Puis il y a aussi des gens qui s'appellent des conseillers d'orientation. Il y en a au Crous, il doit y en avoir à la fac, je pense, il y en a dans le privé. Maison de l'étudiant, Ouais. de l'université. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout développé dans notre licence, on nous en a jamais parlé. Et ben nous, on vous en parle. Voilà, on dit les choses. En vrai, on a abordé pas mal de sujets. Déjà, j'aime beaucoup la tournure que ça a pris ces 10 dernières minutes, c'est super intéressant. Emeline, est-ce que toi, tu voudrais aborder, parce que du coup, on a un peu changé de sujet, les poursuites d'études qu'on a en DUT, en BUT et dans notre parcours? Ouais, totalement. Du coup, nous, pour les DUT, je vais parler pour ceux que je connais, du coup. Pour les DUT, on est encouragé, ou en tout cas, on a comme option de faire des licences pro. Donc, c'est une licence en 1 année. Du coup, c'est pas comme eux. En 1 année où on a des stages, des projets tutorés, ou on peut la faire en alternance. Ça dépend de celle que l'on choisit. Du coup, on a ça. On en a à Dijon, il y en a un peu partout dans la France. On a aussi la possibilité de rentrer en L3. Par exemple, moi, si je veux rentrer en L3 dans leur promo, je peux. Ce qui permet après de partir sur les masters et tout le bazar. Exactement. Ensuite, on a les masters, on peut en faire. C'est pas la voie qui est tracée de base parce que c'est assez professionnalisant ce qu'on fait. Donc, c'est la plupart du temps pour partir travailler, mais on peut tout de suite partir travailler, ce qui est assez cool quand on veut faire de petites études. C'est cool, mais qui peut être tendu par contre. Oui, ça peut être tendu, ça peut être compliqué. Faut pas l'idéaliser, mais c'est possible. Ça, c'est déjà fait. Mais faut pas idéaliser le truc non plus. On a, comme on l'a dit tout à l'heure, le duety sur une plus petite période, où on peut partir à l'étranger. C'est déjà pas mal. Je crois qu'on a Ça fait un beau bouquet. On va pouvoir clore ce podcast. Je pense qu'on a fait un peu le tour des sujets. Avant, j'aimerais qu'on prenne une dernière question que j'adore. Si vous aviez
un truc à dire aux futurs étudiants de licence Infocom, de but Infocom, qui hésitent peut-être entre les deux filières, qu'est-ce que vous auriez à leur dire ? Romain, t'as l'air inspiré. Vous avez le temps. Enfin, déjà, je veux dire, là, on vous offre une première ressource qui peut vous aider. Vous pouvez entrer en contact avec les scolarités, vous pouvez essayer de rentrer en contact avec des élèves qui sont aussi en licence, avec d'anciens élèves. Je veux dire, vous avez plein de moyens de vous informer déjà. Et puis, au-delà de ça, oui, vous avez le temps, vous pouvez tester, vous pouvez voir, vous pouvez faire des passerelles, vous pouvez vous réorienter. C'est pas parce que vous rentrez dans un truc que vous pouvez pas en sortir. Ça, on vous l'a déjà assez bien expliqué, je pense. Donc, ouais, les études supérieures, c'est sérieux, ça fait la pression et tout, mais après, une fois qu'on y est, on se rend compte que finalement, ça peut être assez léger, assez flexible plutôt que léger sur certains points. Alexia, est-ce que toi, t'as un autre petit message à glisser ? Oui. Moi, j'ai envie de vous dire que on est jeune, comme disait Kiran tout à l'heure, et c'est le moment de tester. Et on va dire qu'on n'a pas vraiment d'attache. On peut tout faire un peu dans les règles de l'art, mais on peut tout essayer. Si un truc qui nous plaît pas, on recommence, c'est pas grave. On bouge, on change de ville, on change de formation, on change de tout ce que vous pouvez changer et que vous voulez changer. Allez-y, faut tester, sinon vous saurez jamais si ça vous plaît ou pas. Emeline, est-ce que tu as un petit conseil à donner ? Une petite phrase ? Ouais. Apprenez à vous connaître. Apprenez à savoir ce que vous aimez. Apprenez à savoir ce que vous visez. Et même si vous changez en cours de route, c'est pas grave. Mais soyez toujours fidèle à vous-même. Essayez de choisir vos études par rapport à ça, par rapport à votre mode de vie, par rapport à la manière dont vous voyez les choses. Parce que c'est important que même si vous êtes dans les études, vous soyez bien avec vous-même. Et du coup, faites attention à ça. Et je veux juste finir sur une citation. Je vais citer une phrase de Baden-Powell qui dit « Le bonheur ne parvient pas à ceux qui l'attendent assis ». C'est bien parce qu'on est assis depuis 2 heures, c'est ultra dans le contexte. D'habitude, Du coup, je vais dire ma phrase également. Mais non, moi, alors, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Je vais être plus terre à terre, du coup, c'est beaucoup moins poétique. Mais n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Alors déjà parce que nous on a un rapport à rendre à la fin de l'année pour montrer qu'on a aiguillé beaucoup d'étudiants, donc si vous nous posez un max de questions on aura une super note, donc vraiment même si vous connaissez la réponse posez-nous des questions. Mais et plus sérieusement, potentiellement d'ici 2 ans c'est vous qui serez à nos places assis sur ces fauteuils pour parler aux futurs étudiants. Et enfin, je trouve ça assez impressionnant quand on y pense. Mais en attendant, nous, notre but, c'est que les gens qui soient à l'IUT l'année prochaine soient à leur place, soient contents, soient épanouis et apaisés. Et franchement, venez nous poser des questions. Nous, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux de l'AIC, qui est l'association de filière. Si vous voulez parler avec des types de licences, vous pouvez aller voir les réseaux sociaux d'Addict. Je te laisse ta pub juste après. Mais venez nous poser des questions, c'est moi et Emeline qui gérons les réseaux, donc ce sera directement nous qui vous répondrons et on serait trop content de voir que y a des gens qui sont là. Et du coup Alexia, vas-y je t'en prie, j'ai fait mon promo, faut que toi aussi tu puisses. Donc si vous voulez venir en licence ou si vous avez encore des questions sur la licence pour savoir si vous choisissez la team licence ou team BUT, on est aussi là pour vous répondre sur les réseaux d'Addict, que vous voyez ici. On sera aussi ravis de vous répondre, ça sera logiquement moi qui vais vous répondre. Donc je me ferai un plaisir de vous venir en aide. Voilà, donc venez nous parler, on sera trop content d'échanger avec vous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, c'était super intéressant, même pour moi j'ai appris plein de trucs sur la licence, je suis trop content. Merci à vous derrière les caméras de nous avoir aiguillés pendant tout ce podcast, merci à vous qui nous regardez, merci Romain, merci Alexia, merci Emeline d'avoir intervenu et d'avoir, j'espère, répondu aux interrogations des étudiants. Nous, on se retrouve le mois prochain. Je ne sais plus le sujet du prochain podcast, mais vous savez quoi, je vais l'afficher ici. Merci de nous avoir suivis et à une prochaine pour Infocom, l'émission.